Donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter Bruce Begoun. Euh, Quoi dire pour te présenter? Bon, je vais être très bref pour ne pas prendre sur ton temps de parole. Je citerai simplement peut-être deux textes. Un des tout premiers, c'est La découverte du quotidien, qui est un ouvrage qui est remarquable. Et puis, le plus récent, c'est le concept d'ambiance, qui est tout à fait remarquable. Et entre les deux, je ne citerai pas d'ouvrage de philosophie, mais j'indiquerai que tu as aussi une œuvre de romancier, une œuvre littéraire, ce qui fait que, comme je disais une fois, à mes yeux, par rapport à moi, par exemple, tu as deux jambes. Tu te tiens sur deux pieds et pas un seul. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais bien, j'aurais bien aimé. Puisque tu as écrit donc des romans, tu as écrit par exemple, donnerai un exemple, ce n'est pas vraiment un roman, c'est celui-ci, mais aussi un ouvrage en 2019, parce qu'il est c'est pour ça que je le cite, il est récent, Los Angeles, capitale du XXe siècle. Donc ça, c'est pas de la phénoménologie lourde, si j'ose dire. Je ne sais pas qui ce matin disait que là, quand on lit de la phénoménologie, ben, il peut nous arriver d'avoir mal à la tête. Je sais pas qui disait ça. Alors là, on risque pas, je crois, je sais pas, je l'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu le concept d'ambiance, on n'a pas mal à la tête. Donc je vous le recommande. Merci beaucoup Bruce d'avoir accepté aussi, comme Renaud, de participer à ce colloque. Merci Jean-Claude. Alors oui, deux jambes. Alors parfois il y en a une qui est plus courte que l'autre. Alors donc ça peut aussi poser certains problèmes. Alors je remercie les organisateurs de cette journée Minkowski. Et donc je vais parler du concept d'ambiance à la fois parce que j'ai consacré à ce concept un ouvrage récent, mais surtout parce que Minkowski a été un de mes guides hein, dans ce travail. Étant donné qu'il est, je pense qu'on peut le dire sans se tromper, le premier, en tout cas dans la littérature théorique et scientifique francophone, à employer ce terme d'ambiance et à en faire un concept. Hein. L'ambiance est un néologisme en fait qui date de la fin du XIXe siècle, qui naît dans les milieux littéraires symbolistes. Et il faut attendre, au fond, plus de 30 ans hein, pour voir un penseur s'emparer de cette notion commune, populaire, pour y voir autre chose que simplement ce que l'on pourrait décrire dans certaines situations en employant ce terme d'ambiance. Ce qui est remarquable, c'est que il y a une forme de synchronicité, puisque en 1927, enfin, quand Minkowski utilise pour la première fois le terme d'ambiance dans son livre sur la schizophrénie, en 1927, bien évidemment, Heidegger publie Être et temps, ouvrage dans lequel lui-même emploie et fait un sort assez magistral et important à une notion, la Stimmung, hein, qui, en un sens, peut être traduite hein, par le terme d'ambiance. En tout cas, moi, j'œuvrerai à ce choix de traduction. Toujours pour montrer je dirais, les coïncidences synchroniques, hein, cette synchronicité dont parlait Jung, hein, c'est-à-dire le fait qu'à une même époque, des gens qui ne se connaissent pas directement utilisent ou inventent ou pensent des choses assez semblables. Ortega y Gasset, à la même époque, en Espagne, hein, utilise ce concept d'atmosphère pour décrire des situations humaines, sociales. Donc vous voyez, il y a une sorte, je dirais que il y a une atmosphère d'époque qui, en un sens, suscite le choix de ce terme pour décrire. Alors, pour décrire quoi? Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, je crois que chez Minkowski, il y a différents registres sous ce qu'il nomme l'ambiance, hein, qui vont être en fait l'objet de mon intervention. Ce qui est sûr, c'est que, et on l'a déjà dit, et c'est dommage que Camille ne soit pas parmi nous, parce que là aussi je veux repartir de Bergson, ce qui est sûr, c'est que il y a chez Minkowski, me semble-t-il, une influence bergsonienne très forte, plus forte sans doute que l'influence phénoménologique, en tout cas au départ, hein, qui est de chercher à penser la simplicité hein, ou la continuité. Et qui est là aussi dans, je dirais, la continuité avec la pensée bergsonienne, une critique de la pensée discursive, c'est-à-dire une critique de la pensée analytique synthétique, c'est-à-dire une critique de la pensée qui décompose et qui recompose, hein, de la diaérésis et de la synagogue, comme dit Platon, hein, c'est-à-dire le fait que presque depuis toujours, hein, dans le langage philosophique et dans la pensée philosophique, lorsque nous sommes soumis à un problème, nous procédons par une double opération. D'abord, l'opération de décomposition,
hein, nous analysons les données du problème, et puis ensuite nous recomposons avec ces éléments décomposés. Et d'ailleurs, on pourrait voir que la plupart des dialogues platoniciens sont fondés sur cette logique analytique synthétique, hein, qui préside à la plupart des raisonnements de Socrate ou de ses interlocuteurs. Cette pensée discursive, donc analytique synthétique, elle est qui au fond relève de ce que Bergson nomme l'intelligence, hein, et qui, en sens, est souvent l'objet chez lui de critiques assez sévères, même si, bien évidemment, en tant que fonction biologique, elle est tout à fait nécessaire et fondamentale. Hein. Mais, bien évidemment, cette pensée discursive, analytique, synthétique, lorsque elle cherche à saisir, à comprendre certains phénomènes, elle est incapable de les comprendre, ou plus exactement, elle les travestit sous des formes d'idoles discursives, noétiques ou autres. Et je crois que si Minkowski va chercher dans le langage populaire ce terme d'ambiance, c'est parce qu'en fonction de la leçon bergsonienne de penser l'immédiat, le simple, le continu, le flux indivisible, de ne pas d'emblée se poser à partir d'un modèle de la divisibilité et de la recomposition, ce tout, hein, comme il dit dans Le Temps vécu, hein, page 17, ce tout primitif qui ne se laisse pas décomposer, c'est ce qu'il y a à penser. Hein. Ce qu'il y a à penser, d'ailleurs je dirais aux trois niveaux qu'a distingué Renaud, le niveau cosmologique, le niveau psychologique, le niveau psychopathologique, au fond c'est cette même donnée d'expérience, comment restituer l'expérience comme tout, comme continuum, sans procéder à une décomposition. Je crois que dans les années, enfin au début du XXe siècle, beaucoup de penseurs sont obsédés par ce défi. Hein. Bergson, William James, hein, ce qu'il appelle l'empirisme radical, c'est ça. Hein. L'expérience pure, c'est précisément ce qu'il appelle stuff, hein, l'étoffe de l'expérience. Hein. Il ne faut pas d'emblée la décomposer en d'un côté des vécus de conscience, de l'autre des choses matérielles, etc. Whitehead et autres. Donc je dirais que Minkowski appartient à un bouillonnement intellectuel de la première partie du XXe siècle qui s'attaque d'une certaine manière à une critique de la pensée discursive et qui, dans son pan plus positif, cherche à trouver des notions, des concepts pouvant aider à décrire cette stuff, hein, cette étoffe hein, de l'expérience ou de l'expérience pure, sans d'emblée se donner la facilité d'utiliser des outils dualistes. Hein. C'est-à-dire ceux relevant d'un côté de la subjectivité au sens large, hein, vécu, sentiment, état de conscience, etc., et de l'autre, ce qui relèverait du champ de l'objectivité, chose, réalité matérielle ou autre. Alors, pour autant, bien évidemment, on ne peut pas s'en tenir à la simple description, voire immersion dans ce continuum d'expérience, hein, qui d'ailleurs, pour Minkowski, est d'abord temporel. Hein, en tout cas, au début du temps vécu. Ensuite, vers une cosmologie, il y a sans doute un rééquilibrage entre la spatialité et la temporalité. On le voit d'ailleurs dans l'analyse que Renaud a faite hein, du train, hein, enfin de l'expérience du train. Donc, bien évidemment, cette étoffe hein, de l'expérience, il faut tout de même souligner qu'elle n'est pas toujours ce continuum simple, immédiat et un, mais qu'elle est elle-même soumise à des formes de séparation, distinction, dualité. Et c'est là où l'ambiance va intervenir. En fait, l'ambiance ne décrit pas le continuum, l'ambiance décrit l'expérience de, là aussi, expression bergsonienne dans Matière et Mémoire, que Renaud a déjà employée, mais qui est typiquement une citation de Bergson, le point d'intersection, hein, ou le point d'insertion. On retrouve les deux expressions dans Matière et Mémoire, point d'insertion, point d'intersection, qu'on retrouve sous la plume de Minkowski. Et c'est là où l'ambiance apparaît, c'est-à-dire au carrefour d'une première dualité. Alors, quelle est cette dualité dans le temps vécu ? C'est d'abord la dualité entre, d'un côté, le devenir,
qui serait un élan vital, on pourrait dire ontologique. Ce devenir n'est pas simplement un devenir social, c'est pas le devenir d'une communauté, c'est pas non, ce serait l'être comme devenir, c'est-à-dire comme mouvement, effectivement, comme temporalité, hein, comme mouvement d'auto-transcendance et comme devenir d'ailleurs infini. Ce qui d'ailleurs va poser problème, ce caractère illimité du devenir. Donc d'un côté, enfin, en tout cas, on part de ce constat d'une présence d'un devenir général, identifié à une dimension ontologique, euh, euh, avec une autre forme de devenir qui est l'élan personnel. L'élan personnel. Et c'est au point de rencontre entre cet élan personnel et cet élan vital supra-personnel que l'ambiance apparaît dans le texte lui-même et l'ambiance, ce terme va servir à décrire cette rencontre entre ce devenir, alors il n'est pas encore nommé cosmique dans le temps vécu, ce devenir général, je dirais, et un devenir particulier qui est mon élan personnel, qui, bien évidemment, comme l'a souligné Renaud, ne se limite pas à une personne ou à une personnalité définitivement achevée, puisque même l'élan personnel est déjà, au fond, une manière de s'auto-dépasser, ne serait-ce que par le fait que l'élan personnel, par exemple, n'a pas de télos, n'a pas de but déterminé, même s'il y a une impulsivité de cet élan ne se donne pas un but donné, et Minkowski décrit d'ailleurs très précisément dans sa phénoménologie de la conscience temporelle le fait que très souvent se donner un but, c'est précisément rompre cet élan, un but de carrière, etc. Donc l'ambiance va servir c'est un phénomène qui doit rendre compte de cette coïncidence, de cette coexistence, de cette rencontre entre devenir général et élan personnel. Alors comment est-elle décrite? Je dirais elle est décrite sur deux registres que je nommerais d'un côté l'ambiant et de l'autre côté l'ambientiel. J'avais déjà décrit dans le concept d'ambiance. L'ambiance signifie simplement renvoie à ce qui nous entoure, conformément à son étymologie grecque, voire indo-européenne, l'amph, lambe, etc., désigne ce qui est autour, des deux côtés, littéralement, donc ce qui nous entoure. Et dans ce cadre-là, très souvent, Minkowski emploie le terme d'ambiance au sens d'ambiant, comme monde ambiant, comme l'Umwelt, au fond, chez von Uexküll ou Heidegger ou Husserl. Et donc ici, l'ambiance désignerait la manière dont l'élan personnel s'inscrit ou appartient à ce qui l'entoure, à savoir une totalité plus grande que lui, qui serait ce devenir. D'ailleurs, dans le temps vécu, page 42, Minkowski dit, il parle d'immersion, il dit « le moi appartient à un entour ». Et cet entourage, ce qui entoure cet élan personnel, c'est l'élan du devenir. Etc. Donc ici, l'ambiance, je dirais, n'a pas de tonalité affective. Elle est plutôt un terme qui décrit une manière dont la petite totalité qui est l'élan personnel s'inscrit dans une plus grande totalité et lui appartient sur le mode de ce que je nommerai plus loin l'affinité. Je terminerai par là. La deuxième nuance, c'est que l'ambiance n'est pas simplement le constat d'une appartenance, c'est-à-dire le constat d'une inscription de l'élan personnel dans le devenir, c'est le mode d'expérience même de cette appartenance, à savoir un sentiment. Et ici, alors, pour le coup, la dimension affective est soulignée. L'ambiance ne désigne plus simplement l'ambiant, c'est simplement ce qui est autour, mais l'ambientiel, c'est-à-dire la manière dont cette ambiance est vécue. Et ici, on a, je dirais, une description plus phénoménologique. Si le premier concept d'ambiance renvoyant l'ambiant est plutôt ontologique, simplement désigner l'appartenance
de l'élan personnel à l'élan vital du devenir. Par contre, les deuxièmes descriptions, elles, je dirais, sont plus chaleureuses ou riches du point de vue de la description phénoménologique, parce qu'elles vont décrire, au fond, ce sentiment d'appartenance. On verra d'ailleurs que la plupart du temps, ce qui est mis en avant, c'est un sentiment positif d'appartenance, sous le terme d'harmonie, de confiance, de sympathie, etc. Donc comme si nécessairement cette appartenance était toujours vécue par un accord, une concordance vécue positivement par l'individu sous la forme d'un sentiment de confiance, d'adhésion ou de sympathie. Parce que dans le temps vécu, c'est le terme que Minkowski utilise. Donc ici, quand l'ambiance est ambientielle, on va mettre l'accent sur, au fond, ce sentiment d'accord, de communion vécu positivement par l'individu en tant qu'il se sent porté par le devenir général du monde. Enfin, Minkowski emploie souvent la métaphore, enfin, je ne sais plus si c'est vraiment une métaphore, la marche du monde, on se sent porté par cette marche du monde, etc. Et bien évidemment, se sentir porté par cette marche du monde est vécu de manière tout à fait positive. Le troisième registre, qui est en fait souvent le plus développé concernant l'ambiance, donc premier registre l'ambiant, deuxième l'ambientiel, mais en fait, en regardant les textes, Minkowski ne dit pas grand-chose sur les tonalités particulières des ambiances. C'est-à-dire la description de ce que Heidegger appelle une Stimmung, c'est-à-dire une tonalité affective. En fait, c'est toujours la même qui revient. J'ai noté simplement page 67 dans Le Temps vécu, il parle d'une sympathie froide et visqueuse. Mais c'est la seule fois où l'ambiance n'est pas décrite positivement et où très souvent elle est décrite avec des termes assez généraux, confiance, sympathie, accord, harmonie, mais elle n'est pas décrite dans ses articulations, je dirais, fines, du point de vue d'une phénoménologie de la vie affective. Pour quelle raison ? Parce que très souvent, l'ambiance va être utilisée dans un troisième registre, à part l'ambiant et l'ambientiel, qui est le registre du contact vital avec la réalité. C'est surtout là qu'elle est mobilisée, notamment lorsqu'il est question de cette dualité de la syntonie et de la schizoïdie. C'est-à-dire que l'immersion de l'élan personnel dans le devenir général, immersion qui est décrite comme ambiance, est aussi, au fond, le lieu du contact vital avec la réalité. Là encore, réécriture de l'attention à la vie de Bergson, dans Matière et mémoire. Rappelez-vous tout l'avant-propos sur la notion d'attention à la vie. L'attention à la vie étant décrite comme un sens du réel. Et qu'est-ce que l'attention à la vie ? Si on regarde bien les textes de Bergson, alors ce terme apparaît en 1900 dans Le Rire, dans Matière et mémoire, puis il commence un peu à disparaître dans l'évolution créatrice. Et puis dans les deux sources, il est remplacé par la notion d'attachement à la vie, qui est un peu autre chose. Mais lorsqu'il parle d'attention à la vie, en fait, Bergson décrit cette attention à la vie sur le mode, je dirais, pré-Minkowski, enfin c'est plutôt Minkowski qui va s'inspirer de Bergson, à savoir, là encore, comme un équilibre entre deux pans de l'expérience, la matière et la mémoire, qui doivent se réunir, et la réunion des deux, c'est ce que Minkowski appelle le contact vital avec la réalité, et que Bergson appelle l'attention à la vie. Attention à la vie qui, d'ailleurs, à différents degrés, les degrés les plus importants, enfin, je ne vais pas revenir sur les analyses de Bergson, de cette adaptation sur les degrés sensorimoteurs. Il y a vraiment adaptation à la vie lorsque le corps est en mouvement et s'intègre et s'adapte parfaitement aux situations matérielles dans lesquelles il est. Bien évidemment, pour Minkowski, ça aura un intérêt du point de vue psychologique et surtout psychopathologique, parce que Bergson fait l'hypothèse lui-même d'une inattention à la vie et d'une perte de contact avec la réalité que Bergson décrit sous deux modes, le rêve et le délire. Le rêve et le délire qui sont les deux expériences de non-attention à la vie, c'est-à-dire de non-adaptation aux conditions matérielles par l'inscription, alors je dirais même l'incarnation sensorimotrice du corps dans les situations. Et d'ailleurs, chez Bergson, puisque je parlais d'intelligence, l'intelligence joue un grand rôle dans cette adaptation à la vie,
puisqu'elle est plutôt mobilisée pour favoriser cette adaptation à la vie, notamment dans sa version pragmatiste. Hein. C'est elle qui va, en quelque sorte, sélectionner les éléments de la situation matérielle pour l'adaptation en fonction des intérêts biologiques, psychologiques ou sociaux de l'individu. L'expérience de la durée semblant être, enfin si on distingue l'expérience de la durée comme intuition de ce continuum distinct de l'intelligence mathématisante ou spatialisante, hein, l'intuition de la durée ou l'expérience de la durée pure semblant plutôt conduire justement à une inattention à la vie, bizarrement. Hein. Donc il y aura une tension chez Bergson lui-même entre est-ce que cette intégration, alors certes il y a une intégration de la mémoire dans la matière hein, par cette attention à la vie, mais alors je finis la parenthèse bergsonienne, mais pour dire qu'au fond, la manière dont Minkowski va décrire le contact vital avec la réalité repart au fond du vocabulaire bergsonien, deux dimensions séparées de l'expérience, qui se relient par point d'insertion, point d'intersection, par intégration, etc., qui serait ce contact, hein, immersion. Alors, ce qui est sûr, revenons à Minkowski, ce qui est sûr, c'est que pour Minkowski, cette immersion ambientielle est à la base du sentiment d'existence de l'individu. Ici, d'ailleurs, il fait un pas de côté par rapport à une longue tradition hein, qui remonte au XVIIIe siècle, hein, qui était celle des formes d'attestation de la réalité. Hein. Qu'est-ce qui, en nous, atteste de la réalité alors, il y a pu avoir dans l'interrogation philosophique souvent de nombreux arguments mobilisés, notamment dans les querelles entre les idéalistes et les réalistes. Hein. Mais il y a souvent un argument qui est utilisé dès Condillac, qui est repris par Mendebiran et par d'autres, d'Estu de Tracy, puis d'Iltaï et autres, c'est l'expérience de la résistance. C'est l'expérience de la résistance, c'est-à-dire d'un contact physique avec la réalité, contact physique qui me fait prendre conscience à la fois de la dualité entre mon corps et le corps du monde, et en même temps du fait que l'un résiste au mouvement de l'autre, hein, et que c'est dans cette expérience de la résistance que le contact s'effectue. D'ailleurs, on le voit, Minkowski reprend encore le terme de contact, renvoyant à l'expérience tactile, qui est celle du toucher, l'expérience du toucher étant celle d'abord de l'expérience du toucher de résistance. Hein. C'est-à-dire qu'un corps, des corps qui résistent, etc. Enfin, selon différents degrés. Hein, alors, ce qui est très étonnant, c'est que lorsque l'ambiance va être mobilisée pour redécrire ce contact vital avec la réalité, il n'y a plus rien de tactile là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le contact, il garde le terme de contact, mais pour le coup, ça ne renvoie plus du tout à une expérience tactile, hein, d'un mouvement d'effort et de résistance de la matière, tel qu'il a pu être décrit par Condillac et autres, et qu'il a servi d'ailleurs, parce que je parlais de Heidegger, dans Être étant, une des rares notes où Heidegger parle de la réalité, il repart de cette question-là. Le réel, hein, comme disait l'autre, hein, parce qu'on parlait de Lacan, hein, c'est ce contre quoi je me cogne. Hein. Donc on voit encore qu'il y a... Alors ce qui est très intéressant chez Minkowski, c'est que il met au jour, me semble-t-il, une autre inscription dans le réel qui ne passe plus par ce registre hein, de la confrontation tactile entre mon corps et le monde, qui passe par le registre beaucoup plus vaporeux, hein, aérien, hein, de l'ambiance. Sauf que, bien évidemment, il garde encore dans son vocabulaire un vocabulaire tactile alors qu'il décrit toute autre chose. Donc cette intégration de mon élan personnel dans le devenir produit donc un sentiment, une ambiance qui est l'attestation immédiate de mon inscription dans la réalité. C'est ce qui me donne, c'est parce que cet élan personnel s'inscrit dans le devenir que, en un sens, il s'appuie sur lui. Hein, le devenir, ou plutôt l'inscription dans le devenir, donne la dose de réalité à l'élan personnel. Le synchronisme vécu, par exemple, du point de vue temporel, entre mon élan et l'élan du devenir, hein, l'articulation entre mon rythme et le rythme du monde, hein, ce rythme produisant un rythme unique, c'est précisément cela le sens du réel. Alors là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce sentiment de réalité, justement, passe par une expérience qui ne relève plus d'un des cinq sens. Hein.
qui s'appelle l'ambiance, hein, qui relève d'une appréhension affective ou autre, mais qui ne passe pas par le registre de la vue, du goût, du toucher ou de l'ouïe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension ambientielle de ces sens-là. D'ailleurs, dans Vers une cosmologie, Minkowski consacrera de belles analyses à l'odeur, au son, etc., hein, pour montrer leur puissance ambientielle. Mais l'ambiance en tant qu'expérience du contact vital avec les réalités n'est plus contact, hein, ou alors c'est une forme de contact sans tact, hein, sans tactilité, on pourrait dire. Donc on a un point alors que chez Bergson, ça reste encore une expérience du contact, hein. Le point d'insertion de la matière, de la mémoire dans la matière, est encore décrite avec un vocabulaire et avec des descriptions d'expériences qui relèvent encore d'un contact, notamment les chaînes sensorimoteurs qui s'articulent, qui s'affrontent à la matière, qui résistent, etc. Chez Minkowski, on a tout autre chose. On a tout autre chose qui, d'ailleurs, jouera un grand rôle, me semble-t-il, alors là, dans la tradition de la psychiatrie phénoménologique, hein, notamment chez Binswanger, chez Blankenburg, etc., pour décrire, au fond, le sentiment de réalité, ce sentiment de réalité qui ne passe plus du tout par le toucher, mais qui va passer justement par ce quelque chose qui flotte autour de nous et qui nous fait nous sentir existants, hein, et qui nous fait nous sentir existants dans un être plus général, hein, qu'on nomme cosmos, devenir, etc., qui lui serait au fond l'ens realissimum, hein, l'être le plus réel de tous. Alors venons-en à la distinction, puisqu'il va quand même s'agir d'elle, de la syntonie de la schizoïdie, puisque c'est dans cette dualité-là que la question du contact vital avec la réalité va se jouer. En un sens, syntonie et schizoïdie reprennent au niveau, on pourrait dire, psychologique, hein, la première dualité du devenir et de l'élan personnel. Elles retraduisent, hein, cette dualité, mais non plus comme une dualité ontologique, hein, d'un côté mon élan temporel avec l'élan du monde, mais au niveau d'un rapport de l'individu à cette dualité. Et là, on voit que au fond, ce couple va être marqué quand même par une forme d'asymétrie, me semble-t-il, hein. Même si Minkowski ne cesse d'insister sur le nécessaire équilibre, hein, des deux tendances, chaque tendance ayant elle-même, au fond, une tendance pathologique si elle est séparée de l'autre tendance, hein. On pourrait dire, si la syntonie n'est pas rééquilibrée par la schizoïdie, on va vers une sorte de fusion maniaque avec l'être, hein, où l'individu se perd, au fond, dans le monde. Alors que la schizoïdie, bien évidemment, sa tendance extrême serait la schizophrénie. Donc même s'il y a, et continuellement dans le texte de Minkowski, l'idée que les deux doivent être rééquilibrés continuellement, il me semble tout de même qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est un déséquilibre manifestement syntonique, hein. C'est-à-dire que, en un sens, la tendance syntonique semble tout de même primordiale, hein, au sens où c'est toujours l'élan personnel qui creuse un fossé entre nous et l'ambiance. Je cite Minkowski, page 70, dans le temps vécu. Et donc la balance, si balance, on pourrait dire, cette proportion, hein, le terme qu'il reprend à Kretschmer, hein, d'ailleurs que Binswanger réutilisera, hein, en termes de proportion anthropologique, hein, cette proportion visiblement est un peu... Enfin, la balance penche quand même plutôt du côté syntonique. Alors, pourquoi? Je vais essayer de donner deux raisons, hein, ce sera ma conclusion. C'est que, comme je l'ai dit, lorsque Minkowski parle d'ambiance, il ne parle jamais d'une ambiance particulière. Il ne parle pas d'une ambiance joyeuse, d'une ambiance triste, mélancolique, hostile, exaltée, etc. Il parle d'ailleurs, quand on regarde le texte, il ne dit jamais les ambiances, hein. Il parle toujours l'ambiance, hein. Il fait de l'ambiance, au fond, un type d'expérience, hein, générale, hein, comme immersion existentielle, harmonie, familiarité, etc.
au fond, l'ambiance, c'est l'expérience de ce tout vaste et vivant qui nous entoure, qu'il soit temporel ou cosmique, auquel nous participons de manière sympathique. Et donc, à ce titre-là, en tant que la syntonie est l'expression au niveau psychologique de cette union avec l'entour, avec ce qui nous entoure, il va de soi que jamais la syntonie ne peut être vue de manière négative. Mais la question que je poserai, qui renvoie à mes propres travaux sur la quotidienneté, que se passerait-il si ce flux, si ce devenir, si cette vie universelle, etc., n'était pas aussi pour nous une source d'angoisse et de terreur, au fond, ne peut-il pas y avoir une syntonie négative, qui est la forme de terreur, parce que dans la terreur, nous participons aussi de manière syntonique à ce qui nous entoure. L'angoisse est une expérience aussi de la totalité, et pas simplement d'un retrait hors de cette totalité. Donc que se passerait-il si l'ambiance n'était pas celle de l'accord, mais d'un désaccord, alors que bien évidemment la syntonie est toujours vue comme une expérience de l'accord, et comme une expérience positive de l'accord. Donc quelle place accorder et faire aux ambiances négatives qui ne serait pas simplement la perte de l'ambiance, sous la forme schizoïdie extrême, mais vous voyez pas une négation de l'ambiance, mais des ambiances négatives, c'est-à-dire des modes de participation au devenir en son caractère illimité, qui pour nous ne peuvent être que traumatisantes. C'est-à-dire que si on redécrit le flux et le devenir sur le mode dionysiaque d'un déchirement, là on a une toute autre description syntonique, on a une syntonie panique et non pas une syntonie harmonieuse. Donc il me semble que, bien évidemment, ce que Minkowski présuppose, c'est que l'accord de l'élan personnel avec l'élan du devenir est toujours vécu positivement, précisément parce que le devenir est toujours vu comme une totalité positive, harmonieuse, accordante. Si on décrit ce flux illimité sur un mode beaucoup plus inquiétant, qui est celui d'un apeiron originel, d'une absence de limite suscitant ou devant susciter l'effroi ou la terreur, il me semblerait que, pour le coup, alors là, la syntonie soit parfois tout aussi inquiétante, et pas simplement harmonieuse. D'où, sans doute, c'est ma deuxième conclusion, la quasi-absence, en tout cas lorsqu'il parle de l'ambiance, de description d'ambiance négative, d'hostilité, de tristesse, de mélancolie, etc. En tout cas, bien sûr, elles existent, mais quand elles existent, ils n'utilisent certainement pas le terme d'ambiance qui est chaque fois référé à l'expérience harmonieuse, à l'expérience concordante de l'accord entre élan personnel et élan vital du devenir. Je vous remercie.